tout début des temps, l'être humain est arrivé d'une façon vierge sur Terre. Et je vais vous présenter donc les 7 familles d'âmes qui, pour moi, représentent un peu les 7 expressions originelles que nous avons tous à l'intérieur de soi et que nous avons tous finalement à retrouver. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, quand on reconnaît ces 7 familles d'âmes-là, qu'est-ce qui fait que l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui vont nous empêcher de pouvoir exprimer ces 7 expressions d'âme qui sont en nous. Ces 7 blessures émotionnelles vont se faire dans quelles circonstances? Elles vont se faire évidemment avec souvent notre chakra dominant, c'est-à-dire notre famille d'âme dominante. Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Et aujourd'hui, mon invité du jour est Sylvain Bélanger. Bonjour Sylvain. Bonjour Muriel et bonjour à tous. Alors Sylvain se propose de nous faire découvrir aujourd'hui la multiconscience afin de favoriser notre éveil. Eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui et de plus en plus, c'est reconnu que notre conscience se compose de potentiels virtuels qui animent notre champ énergétique. Donc, nous sommes animés par de multiples états de conscience qui s'actualisent dans le plan terrestre selon notre système de croyances. Les conséquences sont, vous vous en doutez, nombreuses et nous les découvrirons entre autres lors de cette conférence. Et Sylvain nous présentera également les 7 grandes familles d'âmes, comment les blessures émotionnelles éloignent l'expression de l'âme en favorisant le développement d'états de conscience représentant le conflit, comment le développement de l'intuition permet de contacter notre essence réelle. Et puis, il nous proposera aussi d'utiliser le pouvoir de l'intention et les soins énergétiques pour déprogrammer nos mémoires et actualiser notre plein potentiel. Et je vous invite à rester avec nous, puisque Sylvain va choisir l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous pour faire une démonstration de la pleine conscience intuitive. Voilà un programme qui est très très riche. Ravi d'être avec vous, de vous retrouver encore une fois aujourd'hui avec nous. Et faites-moi un coucou dans le chat, dites-moi si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et en attendant, je vais inviter Sylvain. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour les personnes qui te découvrent? Oui, bien sûr. Alors, bon, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, moi, je suis Canadien, mais ça fait quand même plusieurs années que je me déplace en Europe pour faire des petites tournées. Je suis également auteur de livres, donc j'écris plusieurs livres sur le domaine de... Donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'était vraiment de transmettre un savoir concernant le développement de l'intuition et des soins. Donc, c'est beaucoup ça qui a été mon champ d'investigation. Donc, j'écris plusieurs livres sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet qui est spécifique, qui nous permet donc dans lequel je vais introduire un petit peu les notions de l'intuition, de vous donner des clés, en fin de compte, pour comprendre de quelle façon que vous pouvez développer davantage ces aspects-là. Moi, j'ai été formé avec un guérisseur, donc une 35 ans à peu près de temps. Et depuis ce temps-là, ben, je fais de la consultation, je fais de l'enseignement et j'écris donc des livres dans le domaine de prédilection que j'ai, qui est l'intuition. Je vais toujours rester un petit peu dans ce domaine-là. Mais évidemment, l'intuition, c'est très vaste, donc j'ai beaucoup d'applications que je propose dans l'intuition et voilà. C'est un peu ma présentation. Je ne sais pas si tu as des questions, Muriel, concernant ce que j'aurais à divulguer davantage sur moi-même. Non, ça va, c'est très très bien. C'est une très belle introduction. Et non, j'aurais certainement des questions sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la multiconscience, l'éveil. Et puis vous aussi, n'hésitez pas à noter vos questions. Je me ferai un plaisir de les partager à Sylvain qui y répondra. OK. Donc, on y va? Ouais. Donc, alors, bonjour encore de nouveau à chacun d'entre vous. Donc, multiconscience et éveil, la première peut-être des choses qu'on doit se rappeler en tant qu'être humain, c'est qu'à l'origine des temps, hein, lorsqu'on arrive sur Terre, finalement, on pourrait se dire qu'au tout début des temps, l'être humain est arrivé d'une façon vierge sur Terre. Et cette façon de se manifester d'une façon vierge, ça met en évidence finalement des compositions humaines qui étaient virtuelles, c'est-à-dire qu'on a des potentiels humains quand on est arrivé sur Terre. Et je vais vous présenter donc les 7 familles d'âmes qui, pour moi, représentent un peu les 7 expressions originelles que nous avons tous à l'intérieur de soi et que nous avons tous, finalement, à retrouver. Puis ça, je vais m'expliquer à mesure que la conférence va avancer. Donc, quand je suis arrivé sur Terre, bien évidemment, la première expression énergétique que j'ai développée, c'était le chakra racine, qui était en relation donc avec la Terre, avec la matière, et ma volonté, justement, d'apprivoiser le monde terrestre. C'est un peu quand les premiers êtres humains qui sont
arrivé sur Terre, ben, donc, ont dû faire face à une matière, un monde matériel qui avait des règles et des lois. Et l'être humain qui est intelligent, bien évidemment, a cherché à comprendre ces règles et ces lois-là pour les développer, pour les apprivoiser d'une façon qui lui soit la plus profitable possible. Donc, à l'origine des temps, l'être humain reconnaissait que la planète Terre avait une importance majeure et que l'intelligence humaine était de finalement s'adapter à ce monde terrestre-là pour promouvoir la vie sur Terre et s'assurer que la Terre, ben, finalement, soit toujours nourricière, toujours capable de nous apporter ce dont nous avons besoin. Donc ça, c'était pas mal la première expression de l'âme que chacun de nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, il y avait le développement humain entraîné donc une deuxième expression de l'âme, qui est relié au chakra sacré, qui est le communicateur, dans lequel on a appris à devenir conscient de qui j'étais. C'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience que j'étais un être distinct par rapport à d'autres êtres humains. Et cette distinction-là fait de moi un être qui a appris donc à découvrir qu'à l'intérieur de lui, il y avait des signaux qui se manifestaient, des mouvements de vie qui étaient présents, et que le fait que je prenne conscience de ces mouvements de vie-là me faisait découvrir qui j'étais. C'est-à-dire que je constatais que moi, Sylvain, ben, j'étais différent de Muriel, j'étais différent de d'autres personnes, mes besoins s'exprimaient différents de d'autres personnes, et ainsi de suite. Donc ça, c'était donc la deuxième, c'est un aspect important donc, du communicateur qui s'est développé de cette façon-là et qui m'a amené donc à prendre conscience que comme j'avais un monde intérieur qui était riche, qui me permettait de me différencier par rapport aux autres, ben, je me suis intéressé aux autres également. C'est-à-dire que j'ai cherché à développer une communication la plus vraie, la plus authentique possible avec les gens que je côtoyais. Donc, il y avait c'était une forme de relation humaine qui s'établissait à travers des regroupements de gens au début des temps, qui reposaient donc sur cette forme de vérité qui s'établissait selon les relations et les échanges que les êtres humains pouvaient avoir entre eux. Puis évidemment, tout doucement, à travers ce développement humain-là, il s'est produit donc le développement du plexus solaire, du chakra solaire, qui nous a mis en contact donc avec ce que j'appellerais donc la compétitivité. C'est-à-dire que j'ai pris conscience que moi, je pouvais être plus fort que quelqu'un, je pouvais être plus intelligent que quelqu'un, plus rapide que quelqu'un, dans ma façon de penser, dans ma façon de voir la vie, etc. Donc, il y avait une espèce de comparatif qui faisait que je constatais que je pouvais, moi, être, par exemple, un leader, puis que d'autres personnes étaient finalement des gens qui étaient plus désireux de me suivre. Donc, il y avait des rapports, finalement, entre guillemets, de force qui s'établissaient. Et évidemment, l'expression juste de ça, c'est de dire, ben moi, j'ai des qualités, mais l'être humain qui est à côté de moi a d'autres qualités. Donc, chacun d'entre nous, nous avons des qualités, des compétences, et nous pouvons collaborer ensemble. Nous pouvons donc finalement faire en sorte que chacune de nos spécificités vont finalement combler celles des autres et vont faire qu'on va devenir finalement un regroupement de gens qui vont s'entraider véritablement par les composantes de chacun, les forces, les faiblesses de chacun, bien, vont finalement faire en sorte qu'on va devenir finalement un regroupement de gens qui ont une plus grande puissance, un plus grand rayonnement finalement. Donc, vous voyez, ici, ça, c'est donc la troisième famille d'âmes qui était reliée donc ce que j'appelle, moi, le guerrier. Le guerrier flamand qui se veut authentique et qui se veut équilibré, en fin de compte, qui se veut pacifique aussi, puisque ce n'est pas une relation d'autorité qu'il cherche à manifester, mais plutôt de complémentarité avec les autres êtres humains qui l'entourent. Ensuite, vous avez la quatrième famille d'âmes, qui est le serviteur, qui, lui, s'est développé justement à mesure qu'on a pris conscience qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on avait des capacités de donner à l'être humain. Hein? C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai de l'amour en moi. Et dans le chakra du cœur, c'est là que c'est particulier, c'est que dans le développement humain, quand on arrive au chakra du cœur, on arrive à reconnaître effectivement qu'on est aimant. Et que l'aimant, bien, finalement, ça vient d'où cet amour-là? Mais ça vient d'un principe vivant, d'un principe universel qui anime la vie. Et que quand on reconnaît ce principe vital-là qui est en soi, bien, on a envie de le partager. Le partager en étant au service des autres, par exemple. Alors, évidemment, la clé d'être au service des autres, c'est d'abord et avant tout d'être au service de soi pour ne pas se perdre dans le service des autres. Donc, le serviteur, ça implique, et ça, on retrouve ça beaucoup dans la tradition chamanique, cette position de verticalité. C'est-à-dire que je suis dans une position où je me tiens debout et j'assume mon envie de servir les autres en me respectant. Et cette position-là est très importante dans le chamanisme, puisque la pratique de l'enracinement, qui est une technique de préparation à l'intuition et aux soins énergétiques, repose sur ce concept-là de dire, ben oui, apprends à laisser circuler l'énergie en toi pour qu'elle circule d'une façon verticale. Hein, c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment circuler de haut en bas et que ça me permette, moi, de me tenir debout, capable justement d'accueillir ce que je suis et d'être capable de partager ce que je suis en assumant ce que je suis. Donc, on oublie à ce moment-là le concept de tomber en amour ou tomber amoureux, hein, qui finalement met en évidence à quelque part le fait que je n'assume pas pleinement qui je suis.
Et quand je suis dans un processus où je tombe sur quelqu'un, ça veut dire quelque part, je suis en train de développer une dépendance envers cette personne-là. Et souvent, ça va générer ce qu'on appelle le phénomène de projection, c'est-à-dire qu'on va commencer à projeter sur les autres. Ah, mais c'est sa faute, c'est sa faute, c'est sa faute. Vous voyez, on va pointer du doigt les gens qui sont autour de nous en les responsabilisant parce qu'on a oublié quelque part de reconnaître que finalement, nous-mêmes avions une responsabilité. Ce n'est pas juste la faute de ces personnes-là, c'est que nous-mêmes, nous avions à développer une responsabilité dans les relations que nous avions avec ces gens-là. Et l'idée du cœur, c'est vraiment de mettre en évidence cette notion que quand on arrive au chakra du cœur, on arrive à l'expression de l'adulte en soi, c'est-à-dire l'être qui prend ses responsabilités, qui n'est plus en train de pointer du doigt les autres, mais qui reconnaît effectivement qu'il a un rôle à jouer dans sa vie active pour être capable de se servir et de servir les gens, mais dans une forme d'équilibre, comme je disais tout à l'heure. Ensuite, vous avez donc la cinquième famille d'âme qui est reliée au chakra de la gorge. Et évidemment, quand on aborde les chakras supérieurs dans l'expression donc, de l'être humain, c'est des sphères où moins de gens vont aborder ces sphères-là dans leur vie parce que ce sont des sphères qui sont davantage connectées avec l'aspect intuition, l'aspect ouverture vers le ciel. Et cette ouverture vers le ciel nous met en relation donc avec des potentiels à quelque part qui ne sont pas dans la matière. C'est-à-dire que jusqu'au chakra du cœur, on a appris à apprivoiser le monde terrestre. Et quand on aborde le chakra du cœur, on commence à s'ouvrir vers l'énergie du ciel et à se rendre compte que dans l'univers, finalement, on a comme des antennes qui vont se mettre à vibrer et on va capter finalement des potentiels qui sont dans l'univers, qui sont reliés donc à l'évolution de la conscience humaine et qui nous font prendre conscience que quand on a cette sensibilité-là, qu'on est capable de capter ces réseaux d'informations-là, on est capable de se rendre compte effectivement qu'on est en mesure de devenir créateur. Créateur, c'est-à-dire être capable de faire venir sur Terre des formes, des projets, de l'inventivité, de la créativité qui n'existe pas sur la planète Terre présentement. Donc, c'est très intéressant d'être créateur parce que justement, ça nous amène donc à reconnaître qu'on est un individu à part entière et que cet individu, finalement, est capable de croire en ses perceptions et de transmettre ses perceptions dans le monde terrestre. Donc, le créateur va souvent se retrouver seul au début parce qu'il va avec des idées nouvelles. Et les idées nouvelles, d'une façon collective, ne sont pas bien reçues en général parce que justement, c'est nouveau. Et l'être humain a tendance à juger la nouveauté en se disant, ben non, moi, j'en veux pas de ta nouveauté, ça me fait peur, j'y crois pas, etc. Et avec le temps, le créateur, évidemment, va parvenir à faire valoir ces projets créatifs-là qui sont en lui pour finalement faire avancer l'humanité, parce que c'est ça un peu l'objectif du créateur. Donc, ça, c'est une expression, une cinquième famille d'âme, donc le créateur. Vous avez une sixième famille d'âme qui est reliée au chakra frontal, qui est le philosophe, qui, lui, va mettre en évidence que dans le développement humain, c'est l'être humain qui devient un sage. Alors, en quoi on peut devenir un sage? C'est lorsqu'on est capable de reconnaître qu'on est intuitif et qu'on a une raison aussi. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre les deux hémisphères cérébraux qui font que moi, je deviens intuitif, mais je suis capable d'articuler ma pensée pour expliquer mes intuitions. Ce qui veut donc dire que finalement, je deviens un être parfaitement intégré dans la société puisque j'ai des intuitions qui viennent à moi, mais je suis capable de les argumenter verbalement par ma réflexion intellectuelle qui fait que les êtres humains, en général, vont être capables d'accueillir ce que j'ai à leur dire parce que finalement, c'est basé sur une sagesse qui est carrément une forme d'intelligence supérieure, mais qui va finalement être reconnue de tous parce que je vais avoir su comment la présenter, comment l'exprimer, la verbaliser, etc. Alors ça touche un peu dans les grands mouvements ésotériques, les grands mouvements spirituels, les grands mouvements philosophiques, les grandes pensées sociales aussi sont associées souvent à des gens qui ont cette capacité de pouvoir transmettre avec intelligence et accessibilité le savoir qu'ils ont. Alors ça, c'était beaucoup pour la sixième famille d'âmes, donc qui sont les philosophes. Et la septième famille d'âmes, c'est les spirituels qui touchent le chakra couronne et qui va donc mettre en évidence que quand on a cet alignement avec ce septième chakra-là, c'est un peu la réalisation de soi qui est atteinte. On parlait d'éveil tout à l'heure. On a vu ici que dans les 7 chakras, c'est des degrés d'éveil différents, tout simplement. Le septième chakra étant la conséquence finale, pourrait-on dire, où on reconnaît qu'on a finalement réalisé ce qu'on avait à faire sur Terre. Souvent, ces gens-là, finalement, vont dégager une énergie particulière. Les gens vont vouloir être près d'eux, non pas parce qu'ils font des grands discours, comme le philosophe, par exemple, mais plutôt parce qu'ils sont dans le silence et ils dégagent quelque chose de calmant, d'apaisant, d'harmonisant. Et c'est un peu le concept du gourou, hein, si on peut donner un terme pour caricaturer la chose, pour donner une image un petit peu de ce que ça représente. Donc, on comprend ici que les 7 familles d'âmes, finalement, on possède toutes ces compétences-là à l'intérieur de soi. Mais évidemment, à l'intérieur de l'espace-temps d'une vie,
on va tenter de passer à travers la fameuse spirale. La spirale évolutive, c'est cette idée qu'à travers les chakras, je vais apprendre à apprivoiser chacune de ces familles d'âmes-là pour être en mesure de pouvoir incarner véritablement l'être que je suis. Puis évidemment, à travers le processus de la vie, bien, on va tenter donc de pouvoir assumer pleinement ces 7 composantes-là. Alors, il y a des gens qui vont, souvent la question qui m'est posée, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont des dominances dans l'une ou l'autre des familles d'âmes? Assurément. Et on a tous des compétences naturelles qu'on a développées et ces compétences naturelles vont s'imposer à nous souvent. Par exemple, si quelqu'un est très serviteur, très au service des autres, bien, ça va être naturel pour lui d'être un serviteur, d'avoir beaucoup d'énergie dans son chakra du cœur, puis il va peut-être négliger d'autres aspects de ces composantes de l'âme qui est en lui, et son cheminement de vie va l'obliger donc à faire un travail pour renouer contact avec un équilibre plus important entre chacun d'eux. Est-ce que c'est clair tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, Muriel? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, c'est très clair, Sylvain. Merci beaucoup. Oui, il n'y a pas C'est de même questions. limpide, non? J'avais même l'impression que c'était limpide, je ne sais pas, mais... Et puis, donc, évidemment, ça, c'était donc les 7 familles d'âmes. Donc, quand on parle de l'éveil, bien, vous avez compris que chacun de ces chakras-là, donc, il n'y a pas une question de c'est mieux un que l'autre. On peut avoir comme des valorisations qu'on va donner, parce que souvent, on va valoriser les chakras supérieurs, puisqu'on va donner, ça va nous donner l'impression que les gens qui ont atteint le niveau de chakra supérieur, ça leur donne des composantes plus élevées au niveau humain. Mais j'aimerais dire finalement que les 7 chakras ont une importance, pour moi, une forme d'égalité là-dedans. Et que si on est capable d'assumer l'énergie du chakra couronne, par exemple, qui est le relié au chakra spirituel, c'est parce qu'effectivement, il y a un travail qui a été fait sur les chakras inférieurs qui nous a permis d'atteindre ce développement-là. Donc, c'est un petit peu ça la démarche qui est à faire. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, quand on reconnaît ces 7 familles d'âmes-là, qu'est-ce qui fait que l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui vont nous empêcher de pouvoir exprimer ces 7 expressions d'âme qui sont en nous. Ces 7 blessures émotionnelles vont se faire dans quelles circonstances? Bien, elles vont se faire évidemment avec souvent notre chakra dominant, c'est-à-dire notre famille d'âme dominante. Ainsi, par exemple, moi, j'ai mon chakra racine qui est dominant. Bien, quelque part, c'est beaucoup la blessure émotionnelle de l'abandon qui va s'exprimer à ce moment-là. Pourquoi? Bien, parce que quand j'arrive sur Terre, bien, à quelque part, la première chose que j'espère expérimenter, c'est ce sentiment d'être accueilli par ma mère, par mes parents, en fin de compte, par ce sentiment d'être accueilli dans le monde terrestre pour que moi, j'apprenne à expérimenter le monde de la matière dans les meilleures conditions possibles. Donc, vous voyez que la notion de sécurité va être très importante dans chaque racine et que la possibilité d'être accueilli par nos parents bien, va me permettre de développer ma sécurité. Si je me sens abandonné, bien, vous comprendrez évidemment que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour essayer de compenser cette insécurité qui est en moi. Et il y a 2 grandes tendances, parce qu'évidemment, je pourrais vous parler de toutes les conditions énergétiques qui peuvent se manifester dans le champ énergétique, mais là, je vais m'adresser je vais vous parler de 2 plus spécifiquement qui sont comme des caricatures, je dirais, de l'expression énergétique de chacun. Alors, il y a des gens qui, devant l'abandon, vont se retrouver à dire, ben moi, l'abandon, ça me fait mal, je n'ai pas envie de vivre ça, je me retire de mon chakra racine. Donc, j'abandonne cette région-là, ma conscience se déplace et je ne vais pas habiter mon chakra racine parce que ça fait trop mal. L'abandon m'est trop douloureux. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va se passer, évidemment, que cet individu-là va ne pas avoir intérêt à explorer le monde de la matière. Ça ne l'intéressera pas. Il va peut-être même le fuir, ce monde de la matière-là. Ce sont des gens qui vont vivre dans des conditions qu'on pourrait dire qu'on appelle la simplicité volontaire. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, toi, Muriel, simplicité volontaire. Ah oui, c'est un peu l'idée de se dire, bien, au lieu de vivre dans une richesse matérielle, je vais vivre avec un strict minimum. Parce que moi, quelque part, je n'ai pas envie de m'alourdir de la matière, parce que la matière, finalement, me ramène à cette insécurité, me ramène à ce sentiment d'abandon. Donc, je ne donne pas de pouvoir à la matière. Je donne du pouvoir, finalement, au fait que j'ai envie de vivre ma vie comme je l'entends, comme je le veux, avec la matière, je ne veux pas quelque part qu'elle m'emprisonne. Donc, c'est souvent, ça va se faire souvent dans un contexte d'hypoactivité du chakra racine. Donc, je ne veux pas habiter cette région-là parce que ça fait trop mal, donc je me retire, ce qui va entraîner donc l'hypoactivité dans le chakra racine. Alors que quand on pense à l'hyperactivité, c'est-à-dire que devant l'abandon, je vais réagir fortement, je vais me rebeller devant l'abandon, et le fait que je vais compenser cet abandon-là par une grande présence dans mon chakra racine, ça va entraîner une hyperactivité. L'hyperactivité va entraîner ce que j'appelle le matérialiste, c'est-à-dire celui qui va tellement vouloir habiter son chakra racine, qui va tellement, à quelque part, vouloir combler l'abandon, qu'il va finalement devenir quelqu'un qui est très orienté sur la matière.
qui veut constamment posséder la matière, parce que lui, ça le sécurise, ça lui donne un sentiment de pouvoir sur cette blessure-là qu'il a vécue quand il était enfant. Donc, vous voyez que chacun d'entre nous, nous avons à un certain degré expérimenté notre chakra racine et la famille des bâtisseurs à un certain degré avec cette blessure émotionnelle-là. Donc, l'important ici, c'est de comprendre que chacune des blessures, on les porte en soi, sauf qu'il y en a certaines d'entre elles qui vont prendre plus d'importance que d'autres. Quand on va en parler, vous allez voir vous-même, vous allez reconnaître que certaines blessures semblent avoir plus d'impact que d'autres. Et c'est ce qui indique justement un petit peu la tendance de votre personnalité, la tendance aussi de vos composantes associées au chakra également aussi. Ensuite, vous avez donc le communicateur. Bien, la blessure émotionnelle du communicateur, c'est le rejet. Alors, tantôt, je vous ai dit que le communicateur, chakra sacré, c'est l'identité. Alors, quand je suis dans un processus d'identité, je découvre que je suis un homme, je suis une femme, que j'ai des émotions, que j'ai des besoins émotionnels, des besoins affectifs, j'ai des besoins de tout ordre qui font que j'arrive à me définir comme étant Sylvain Bélanger, qui est comme ça, qui est capable de se décrire, puis capable de reconnaître qu'il y a une certaine personnalité. Quand on vit le rejet, c'est un peu comme si on se faisait dire « je ne veux rien savoir de qui tu es, toi, Sylvain Bélanger ». C'est-à-dire que les composantes qui t'animent ne m'intéressent pas, je te rejette parce que tu me déranges. Tu me déranges parce que tu dégages, parce que tu es. Donc, quand on se sent rejeté de cette façon-là, bien évidemment, on va donc avoir une blessure, et cette blessure-là va entraîner les mêmes composantes que je décrivais tantôt avec le bâtisseur, soit que je vais retirer ma conscience du mon chakra sacré parce que le rejet me fait trop mal. À ce moment-là, on va tomber dans une forme d'hypoactivité. Comme je disais tout à l'heure, l'hypoactivité va faire que dans le contexte du communicateur, je vais me retirer, je vais me renfermer sur moi-même et je vais attendre de l'extérieur quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui est tout renfermé sur lui-même, qui est dans un coin caché et qui se dit « j'espère qu'elle va faire ça avec moi. J'espère qu'elle va venir me dire bonjour. J'espère qu'elle va faire telle chose. J'espère qu'elle va faire telle autre chose. » Et je ne dis rien. C'est tout dans mon monde intérieur. C'est-à-dire que je suis en attente. Je suis passif et j'espère que quelqu'un va comprendre que j'ai des besoins et qu'il va agir en conséquence. Et ça, on va retrouver ça dans la vie. Hein. Je pense que vous avez peut-être déjà rencontré des gens, ou même vous-même, qui développe ce principe d'être dans un monde intérieur et d'attendre quelque chose qui se passe un petit peu par magie. On a l'impression, effectivement, on espère que la personne va comprendre ce qu'on veut. Alors que si on avait à lui dire tout simplement verbalement, ça serait plus simple. On serait clair à ce moment-là. Alors que quand on a cette position d'introspection intérieure dans laquelle on reste introverti autour de soi, bien évidemment, on attend et souvent, ça ne vient jamais. Donc, ça, c'est un aspect qu'on va retrouver beaucoup dans l'hypoactivité. Dans le cas de l'hyperactivité, bien évidemment, c'est que devant le rejet, on se révolte contre le rejet. On va vouloir justement manifester une grande pouvoir de communication. Et c'est là qu'on va tomber peut-être dans ce qu'on pourrait appeler la manipulation. Celui qui veut trop parler, qui veut trop s'imposer par la communication. Donc, parce qu'on veut beaucoup parler, puis on veut beaucoup s'imposer aux autres par la communication, on peut effectivement devenir manipulateur. On peut devenir quelqu'un qui veut convaincre les autres que ce qu'il ressent, ce qu'il vit à l'intérieur de lui-même est plus vrai que celui que l'autre peut avoir à dire. Je pense aux vendeurs également, qui souvent on voit ça chez les vendeurs, qui ont une capacité de parler, d'argumenter avec un client pour faire en sorte de vendre ce qu'il veut vendre. Et si on est moindrement un peu docile, on se fait avoir parce que le vendeur arrive avec des argumentations qui vont faire en sorte qu'on va se sentir un peu piégé, puis on va devoir acheter la chose si on est un peu docile. Hein? Donc, vous voyez que c'est des mécanismes, évidemment, que quand on regarde un petit peu tout ça, on se rend compte que, collectivement parlant maintenant, au point de vue social, en tant que collectivité humaine, on constate que l'être humain a eu plus tendance à être matérialiste plutôt que dans la simplicité volontaire. Donc, on voit que la tendance collective humaine, elle est plus hyperactive dans le chakra racine, dans le bâtisseur. Elle est plus également tendance à être dans l'hyperactivité dans le communicateur, donc d'être plus dans une forme de volonté de manipuler les gens. On pense aux publicités, par exemple, qu'on retrouve dans la télévision, qu'on trouve dans les médias, dans les journaux, etc., sur les réseaux sociaux. La publicité, elle repose sur quoi? Elle repose sur l'idée de vendre du rêve ou de vendre quelque chose qu'on n'a pas. Et c'est un peu une manipulation. On joue avec les sens ou les envies ou les désirs des gens et on n'est pas dans un processus d'authenticité. On est plus dans une forme de tenter d'amener les gens dans une direction en leur induisant quelque part des rêves finalement qu'on va leur donner. Alors, c'est toutes des choses finalement qui font partie de la société humaine présentement, mais je ne critique pas ça finalement, mais je vais plus mettre en évidence un peu que la collectivité humaine a tendance donc à refléter certains états, et c'est ça que je voulais vous présenter un petit peu à travers cela. Donc, ensuite, il y a le guerrier. Le guerrier, quelque part, sa blessure émotionnelle, c'est l'humiliation.
Alors, le guerrier, bien évidemment, c'est un être qui est fort, c'est un leader, c'est quelqu'un qui incarne sa lumière, en fait. Hein. Le guerrier, c'est quelqu'un qui est capable d'assumer sa lumière, son rayonnement, et qui ne se sent pas gêné de le faire. Il est en accord avec lui-même, donc c'est ce qu'il est, tout simplement. Donc, il dégage une lumière, une force, une puissance. Maintenant, quand on vit l'humiliation, bien, on a compris que l'humiliation, c'est que cette lumière-là n'a pas été reçue, n'a pas été reconnue, elle était même rejetée, puis même on a cherché à ridiculiser la personne. Donc, il y a quelque chose qui a fait mal au niveau de cette capacité de rayonner en soi, parce qu'on se sent pas avoir le droit de le faire, puisqu'on va se faire ridiculiser. Donc, on n'a pas envie d'être ridiculisé, donc on va empêcher cette lumière-là de s'incarner en soi. Et je pense que quand on comprend ça, bien évidemment, d'une part, quand on est dans une hypoactivité, on va se retirer du plexus solaire. On ne va pas vouloir donc assumer ce potentiel de rayonnement qui est en nous. Et à ce moment-là, ça va faire de nous quelqu'un qu'on pourrait dire soumis. C'est un peu la docilité, c'est un peu comme le dominé par rapport au dominant. Hein. Donc, on va tomber dans une position comme celle-là. Et quand on tombe dans l'hyperactivité, c'est-à-dire qu'on se révolte contre l'humiliation, on devient le dominant qui cherche à humilier. Okay? C'est intéressant de comprendre ça parce que quand on regarde la société telle qu'on la retrouve actuellement dans le monde entier, d'une façon collective, ce processus que je viens de vous décrire est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la société, d'un point de vue individuel, d'un point de vue social, d'un point de vue également de pays entre pays. Hein, ce rapport de force existe d'une façon encore très importante. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'au niveau de la hiérarchie de l'évolution de la conscience humaine, bon, on n'est pas encore tout à fait éveillé comme on le souhaiterait, en tout cas en termes de collectivité, puisqu'on a quand même encore tendance à s'identifier beaucoup à ce concept de l'hyperactivité des 3 premiers chakras, en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer, qui va tendre justement à vouloir finalement ne pas être dans une position d'alignement, mais plutôt dans une position de finalement avoir une influence sur les autres. On met plus l'emphase sur avoir de l'influence sur les autres que de développer une relation juste et vraie avec l'être humain. Et c'est ce qui explique aussi où est-ce que la conscience se situe dans la spirale évolutive actuellement de chacun, qu'on retrouve dans la collectivité actuellement. C'est toujours clair, Muriel, ça va? Oui. Donc, oui, oui. Ensuite, il y a le serviteur, qui est donc le chakra du cœur, mais évidemment, c'est, comme je disais tantôt, c'est un développement. Donc, le chakra du cœur, lui, c'est la trahison qui va être expérimentée comme blessure. Et cette trahison-là, évidemment, repose sur le principe de l'amour, hein, qui on donne beaucoup, puis quand on donne beaucoup, bien évidemment, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un va nous faire du mal. C'est un peu normal. Donc, la trahison, c'est là que ça se situe. Et dans l'hypoactivité, bien évidemment, c'est que quand on se sent blessé dans notre cœur, bien souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le fermer. Et quand on va le fermer, qu'est-ce qu'on va devenir? On va devenir souvent quelqu'un qui est, entre guillemets, égoïste. Égoïste dans le sens qu'il va se dire, ben moi, je ne veux pas te servir, parce que si je te sers, tu vas me faire du mal. Donc, je vais être égoïste. En étant égoïste, tu vas peut-être me servir, mais moi, je ne te donnerai rien, mais je vais tout prendre de ce que toi, tu peux me donner. Vous voyez, c'est un peu le concept qui va se retrouver là-dedans. Dans le cas de l'hyperactivité, bien évidemment, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans son chakra du cœur pour essayer de compenser la trahison. Et souvent, ce sont des gens qui vont développer ce qu'on pourrait appeler la personne qui est beaucoup trop au service des autres. Elle a toujours l'impression que c'est de sa faute et que si quelqu'un la trahit, c'est parce qu'à quelque part, elle a fait quelque chose de pas correct. Donc, elle doit en faire encore plus. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui fait qu'elle va complètement se perdre dans les autres et elle va s'épuiser aussi dans cette idée de servir les autres, puisqu'évidemment, ça n'a pas de fin, ce processus-là. Donc, dans le chakra du cœur, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la collectivité humaine d'une façon globale, on va plus constater que c'est plus l'égoïsme, donc l'hypoactivité qui va s'être développée d'une façon collective dans la société. Je pense que vous n'êtes pas surpris de constater que d'une façon collective, les êtres humains ont plus tendance à se renfermer sur eux et à se méfier des autres parce que justement, les 3 chakras inférieurs ont davantage mis en évidence cette notion de vouloir profiter de l'être humain, c'est-à-dire je cherche à dominer l'autre être humain à côté de moi. Donc, ça veut donc dire que les êtres humains ont développé aussi cette forme de fermeture, hein, de protection, de dire, ben, moi, je ne veux pas quelque part me faire avoir, je ne veux pas me faire manipuler, je ne veux pas me faire... je ne veux pas quelque part qu'on m'utilise, donc on va finalement développer cette fermeture-là au niveau du chakra du cœur. Donc, vous voyez, ça, c'était les 4 premiers chakras qui reposent un peu sur l'aspect de l'adulte, dont je vous ai parlé tantôt, hein, qui permet l'expression de l'adulte. Et quand on regarde le chakra de la gorge, vous allez voir qu'on va parler de 3 blessures émotionnelles qui s'appellent la même chose, ça s'appelle l'injustice, mais on va la voir qu'elle va se manifester différemment dans chacun des 3 chakras. Donc, le chakra de la gorge, c'est le créateur. C'est l'injustice individuelle qui concerne évidemment l'individu qui porte en lui un projet créateur, un projet inventif. Et lui, en tant qu'individu, il va se retrouver dans une position où il va vivre une injustice en tant qu'individu parce que quelque part, la collectivité ne va pas accueillir cette
cette position-là de créativité qu'il peut avoir. Donc, il va y avoir, d'une part, une réaction d'hypoactivité dans laquelle on se retire de la région de la gorge, qui va faire de moi quelqu'un qui va devenir routinier. C'est-à-dire que je vais me déposséder de mon potentiel créateur parce qu'évidemment, ce potentiel créateur, je vais l'avoir interprété comme étant une mauvaise chose, puisqu'on me l'interdit. Donc, je vais finalement préférer vivre une certaine forme de routine, donc de me déconnecter de ce potentiel créateur pour devenir finalement assez routinier, vivre une vie qui ne fait pas de bruit, qui ne dérange pas, etc. Quand on pense à la société dans laquelle on est, on peut facilement comprendre ici que l'être humain n'est pas encouragé à être un créateur. Parce que le créateur, évidemment, est différent. Donc, s'il est différent, il est pointé du doigt, il est dérangeant. Et s'il est dérangeant, ben, quelque part, on ne peut pas finalement assumer facilement cette dimension créatrice-là, à moins d'être fort intérieurement. Et c'est souvent ça qui va faire que l'être humain va devenir routinier. Tu sais, qu'on dit, ben non, je fais un travail métro, boulot, dodo. Ça m'en évidence un peu que socialement parlant, l'être humain, beaucoup d'êtres humains, en tous les cas, se trouvent obligés à vivre une vie dans laquelle ils ne s'éclatent pas, dans lesquels ils sont obligés de vivre une forme de routine parce que justement, ce potentiel créateur n'a pas été mis en avant. C'est-à-dire que l'éducation de l'être humain, on n'a pas cherché à développer des compétences lui permettant de s'expansionner et de toucher cette zone de créativité-là. Quand c'est hyperactif, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'efforts justement pour ne pas vivre cette injustice individuelle-là, on va devenir un être créateur, mais qui va se disperser. C'est un être finalement qui s'intéresse à beaucoup de projets créatifs qu'il peut avoir et il peut avoir la difficulté, lui, à réaliser ces projets créatifs-là. C'est-à-dire que j'ai 25 projets en même temps et 5 ans plus tard, on me rend compte et j'ai toujours 25 projets, qui sont 25 projets différents, qui sont toujours là, mais qui sont toujours dans l'espace. Ils ne sont pas encore descendus dans la matière. Vous voyez, alors le créateur qui est blessé, des fois, peut avoir de la difficulté à se réaliser dans la matière parce qu'il est conscient de la blessure potentielle qu'il va vivre. Donc, il va aimer mieux être dans l'esprit puis avoir plein de projets que de concrétiser un projet à la fois, par exemple. Ensuite, vous avez le philosophe qui va se retrouver avec la blessure émotionnelle de l'injustice sociale. Alors, l'injustice sociale, pourquoi c'est social? C'est parce que, justement, le philosophe s'adresse à une collectivité. Et la collectivité l'injustice va se vivre d'une point de vue collective parce que le philosophe va souvent être associé à un regroupement de gens, un peu comme une communauté. Une communauté qui peut être spirituelle, qui peut être philosophique, qui peut être sociale, mais une communauté, c'est-à-dire un regroupement de gens que le philosophe représente finalement parce qu'il a exprimé, parce qu'il a créé, mais il y a une collectivité derrière lui et qui le suit en quelque sorte. Et l'injustice sociale, c'est lorsque cette collectivité-là ne sera pas reconnue, ne sera pas accueillie par la majorité. Donc, il y a une injustice sociale qui va se vivre à ce moment-là. Et ce qui va se produire pour le chakra frontal, c'est que, bon, si je me déplace ma conscience de mon chakra frontal pour ne pas subir cette injustice sociale-là, ça peut m'amener donc à développer ce que moi j'appelle le scientifique. Le scientifique, c'est celui finalement qui devient très raisonné et qui devient très intellectuel et très désireux de démontrer ce que l'être humain a démontré jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que lui ne repose que sur ce qui a été démontré jusqu'à maintenant dans la société. Tout repose sur son actif rationnel et ce qui est démontrable scientifiquement parlant. Alors que quand on parle de l'hyperactivité, bien évidemment, on a compris évidemment que là, on va mettre beaucoup d'énergie dans notre chakra frontal. On va vouloir effectivement beaucoup faire valoir la nature du philosophe qui est en soi. Et là, on va devenir intuitif d'une façon peut-être excessive. Alors, l'excès d'intuition va faire quoi? Va faire que je vais être finalement quelqu'un d'intuitif, mais quelqu'un d'inaccessible. Je vais vous parler de l'étoile Sirius, qui est en combinaison avec une autre étoile puis une autre planète. Et je vais pouvoir vous en parler pendant des heures, des heures, des heures. Mais finalement, je vais vous écouter puis je vais me dire, mais c'est quoi le lien? C'est bien beau tout ça, mais en quoi ça peut être utile pour moi en tant qu'être humain? Vous voyez, c'est un peu comme si c'était un peu perché comme discours. Donc, ça peut entraîner ce genre de situation-là. Donc, vous voyez que ça, c'est pour le philosophe. C'est ça un petit peu qu'on va retrouver. Et finalement, pour le spirituel, on va donc, c'est la blessure de l'injustice spirituelle qu'on va retrouver là. L'injustice spirituelle, pourquoi? Mais parce que quand j'atteins ce niveau de développement au niveau de mon chakra couronne, je suis dans une position où je suis en harmonie avec Dieu. On va dire ça comme ceci. Sauf que la blessure émotionnelle peut entraîner, donc, au niveau de notre ego, une blessure. La blessure de dire, mais finalement, j'ai l'impression d'être en harmonie avec Dieu et Dieu me met sur mon passage, dans ma route, dans ma vie, des trucs moches. Donc, je me révolte contre le bon Dieu en lui disant, bon Dieu, tu n'es pas gentil avec moi, tu n'es pas quelqu'un de correct.
Donc, je vais me proclamer à ce moment-là moi-même être un Dieu. Et cette proclamation-là, c'est là qu'on touche l'aspect sectaire, des fois, qu'on va retrouver dans la spiritualité, c'est-à-dire dire que des gens vont se proclamer comme étant plus importants que Dieu, ou aussi importants que Dieu, ou l'incarnation d'une force, une force très, très élevée. Et évidemment, donc, des gens vont vouloir suivre cette personne-là pour pouvoir effectivement entreprendre un processus de développement spirituel, etc., etc. Et là, vous l'avez compris, quand je vous parle de l'hyperactivité, quand je vous parle de ça, c'est-à-dire que quand je mets beaucoup d'emphase dans mon chakra couronne, je vais devenir très spirituel et je vais sentir effectivement, à quelque part, cette espèce d'élan où je vais sentir mon ego gonfler à bloc, puis sentir que je suis effectivement l'incarnation de quelque chose de très élevé. Et les gens, bien évidemment, vont vouloir me suivre. Comme je suis quelqu'un de très élevé, j'ai un certain pouvoir sur ces personnes-là. Je vais donc pouvoir aussi leur demander des choses que peut-être qui ne seraient pas acceptables, parce que comme je suis le Dieu, ben, je n'ai pas à répondre aux règles sociales de la société humaine. J'ai à répondre à mes propres règles, mes propres lois. Et vous voyez, c'est ça les excès qu'on va retrouver souvent dans l'hyperactivité du chakra couronne. De l'autre côté, si on tombe dans l'hypoactivité, c'est-à-dire qu'on retient la conscience devant la blessure de l'injustice spirituelle, on va se retrouver devant l'athée. L'athée, c'est celui qui est finalement dans le scepticisme, qui se lève le matin en se disant, bon, pourquoi se lever le matin, pourquoi faire ceci, pourquoi faire cela, parce que finalement, tout est remis en question parce qu'il n'y a pas de sens à sa vie qui lui est donné à ce moment-là. Alors, vous voyez que quand on commence à regarder un petit peu comme ça les grandes composantes que je viens de vous donner, ben on peut déjà se situer peut-être un petit peu par rapport à ces composantes-là, ce qui nous permet donc de comprendre finalement que dans cette petite grille de lecture que je viens de vous proposer, ben on comprend finalement que fondamentalement, l'être humain que nous sommes, avons donc cette expression d'âme qui sont pourrait-on dire, vierges au départ de la conscience humaine. Et avec le temps, il y a une genre de pollution qui s'est mise en place dans cette pureté-là. Et cette pollution nous a amené progressivement à s'éloigner de notre nature réelle et qui fait qu'en tant qu'individu, nous sommes éloignés de notre nature réelle et en tant que collectivité de chacun des pays dans le monde, on pourrait dire que collectivement, nous sommes tous éloignés de cette expression de l'âme en état de soi. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de rétablir la connexion avec cette pureté-là que nous avions à l'origine de notre expression et de permettre justement à ce qu'elle puisse renouer contact avec nous. Et c'est ça un petit peu que je vais aborder dans cette deuxième étape là, avec la multiconscience thérapie et la pleine conscience intuitive. Est-ce que les questions? Oui, mais j'allais te demander, mais comment faire pour harmoniser un petit peu toutes ces familles d'âmes à l'intérieur de soi? C'est ça, c'est que déjà, d'abord, avant tout, ben oui, c'est une bonne question. Je te remercie de la poser. Euh, mais la première chose qu'on peut dire concernant ça, c'est que on peut simplement aborder un petit modèle qui est proposé en physique quantique, qui propose justement que l'idée que dans mon champ énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est, je rappelle, je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres conférences, mais j'ai quand même le mentionné, c'est qu'il y a un physicien qui a démontré que les cellules du corps absorbaient et émettaient de la lumière. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que notre champ énergétique, c'est donc un reflet de notre rayonnement biolumineux de nos cellules. Ça, c'est une première chose qui est déjà intéressante. Ça veut donc dire que quand je regarde un champ énergétique d'une personne, bien, je regarde donc l'activité biolumineuse de ces cellules. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette activité biolumineuse me donne des informations sur le potentiel santé que j'ai en tant qu'individu. C'est-à-dire que si j'ai un beau champ biolumineux autour de moi, bien rayonnant et bien lumineux, ça veut donc dire que j'ai un potentiel santé optimal. C'est-à-dire que je ne suis pas malade et que je vais demeurer en santé pendant longtemps, parce que ce rayonnement biolumineux m'indique bien que je suis donc dans une force vitale importante. Quelqu'un qui aurait un rayonnement biolumineux dans lequel il y a plein de perturbations, plein de blocages. Ça ne fait pas d'elle une personne malade, mais ça fait d'elle une personne qui a un potentiel santé moindre. Ça veut donc dire que si elle reste dans cet état de perturbation énergétique, elle risque de se retrouver avec des problèmes de santé qui sont peut-être mineurs, qui ne sont pas des maladies comme telles, mais qui vont ensuite éventuellement devenir des maladies si on n'en prend pas soin. Donc, vous voyez que déjà, d'un point de vue de la santé énergétique, prendre conscience de nos chakras, prendre conscience justement de cette émanation énergétique qui est autour de soi, c'est déjà finalement devenir conscient que moi, en tant qu'être humain, je peux devenir conscient que je peux avoir des zones de perturbation en moi, je peux chercher à les développer, à faire en sorte qu'elles deviennent de moins en moins importantes pour augmenter mon potentiel santé, pour rétablir finalement la lumière dans mon être. Donc ça, c'est une première chose que je dirais par rapport à ça, puis on va le voir un petit peu comment ça peut prendre forme, cette action énergétique.
Mais en même temps, c'est que dans cette lumière-là, qui est dans mon propre champ, tantôt, je vous ai dit que la lumière était polluée. Hein, c'est-à-dire que les expressions de l'âme que je suis sont polluées par quoi? Elles sont polluées par de l'information. Et cette information-là, elle se situe à 3 niveaux plus particulièrement. Il y a l'information de mon histoire personnelle, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai un certain âge, donc j'ai un certain vécu. Et ce vécu-là, finalement, se retrouve dans ce champ énergétique-là sous forme d'information. C'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu depuis le début de mon existence se retrouve dans mon champ énergétique, sous forme de traces, d'informations. Et puis, si j'ai vécu des blocages ou des perturbations, ces blocages, ces perturbations ont donc entraîné des blessures. Et ces blessures, finalement, ont fait que dans mon champ énergétique, le rayonnement cellulaire des régions associées à ces blessures-là vont refléter une perturbation énergétique, mais aussi une perturbation psycho-émotionnelle. C'est-à-dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne qui a une perturbation, je vais donc voir une mémoire de son histoire de vie. Bon, par exemple, si elle a vécu à l'âge de 8 ans une trahison, je vais donc constater qu'il y a effectivement une mémoire d'un enfant de 8 ans qui a vécu une trahison, qui se sent dans une forme de bouleversement émotionnel, de blessure émotionnelle, de sentiment de trahison, etc. Donc, on constate finalement que dans mon champ énergétique, je traîne avec moi des valises. Et ces valises-là, j'en suis pas nécessairement conscient parce qu'évidemment, mon cerveau n'est pas capable d'enregistrer ce qui se passe dans cet univers-là. Parce que c'est un univers qui va plus vite que la matière, qui va plus vite que l'espace-temps. Puis que je ne suis pas capable d'observer avec mes yeux, parce que les particules vont plus vite que la lumière. Donc, c'est pour ça que pour moi, la pleine conscience intuitive, la méthode que j'ai développée, mais finalement, ce qu'on appelle la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, c'est cette capacité justement d'être capable de lire, de décoder justement ce rayonnement biolumineux des cellules et être capable de comprendre qu'à travers les sens, comme le sens visuel, auditif, sensitif, on peut s'arriver donc à recevoir des informations qui vont nous permettre de comprendre ce qui anime le champ énergétique, notre champ énergétique ou celui d'un partenaire. Et évidemment, quand on commence à comprendre qu'il est possible de communiquer avec le champ énergétique, le nôtre ou celui d'un partenaire, bien, on n'est pas loin de comprendre de quelle façon qu'on va pouvoir rétablir les perturbations, parce que ça veut donc dire qu'en communiquant avec notre champ, bien, le champ a une forme d'intelligence, une forme de connaissance intrinsèque qui va faire que si on commence à discuter avec lui, il va nous donner les clés qui vont nous permettre, d'une part, de pouvoir comprendre et de pouvoir ensuite faire un soin, comme on va le voir un petit peu plus tard par rapport à tout ça. Donc ça, c'était pour les mémoires mémoires personnelles, mais on peut être animé aussi par des mémoires familiales. Alors ces mémoires familiales, bien évidemment, c'est que moi, j'ai un parcours de vie, mais ce parcours de vie, il est coloré, pourrait-on dire, par le parcours familial, de mon histoire familiale, de mes ancêtres finalement. Et ça aussi, ça peut être intéressant de constater que dans mon champ énergétique, je peux avoir également des mémoires provenant de mon histoire familiale, par exemple d'un arrière-arrière-grand-père avec lequel j'ai une résonance de trahison, où j'ai effectivement lui aussi expérimenté une forme de trahison. Et le fait de faire un travail sur la trahison que lui-même a vécue et qui se trouve dans mon champ, bien, je peux arriver donc à libérer cette mémoire-là, puis me libérer moi aussi, puis de libérer peut-être même, entre autres, la famille aussi également dans des conditions comme celle-là. Puis également les mémoires d'autres vies. Les mémoires d'autres vies, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans mon champ d'énergie dans lequel je suis, qui est un rayonnement de mes cellules, ben, je reconnais quelque part que ce champ de lumière, ben, nous sommes tous reliés à une source. On va l'appeler comme ça. Cette relation, cette source-là, finalement, elle pourrait se traduire dans un premier temps comme étant une autoroute d'information. L'autoroute d'information, c'est que les physiciens disent que l'information s'accumule sans cesse dans cet univers-là, qu'on pourrait appeler un univers super lumineux, c'est-à-dire un univers dans lequel les particules vont plus vite que la lumière et que l'œil n'est pas capable d'observer. Et cet univers-là, dans lequel l'information s'accumule sans cesse, nous indique justement que nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés. Et nous sommes tous reliés à quoi? Nous sommes tous reliés à une trame psychique, on va l'appeler comme ça, dans laquelle il y a notre histoire personnelle qui est là, dans laquelle l'histoire familiale se retrouve là, en totalité, et l'ensemble de l'histoire collective se retrouve là également. Ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, selon ce que je dégage comme information par rapport à mon histoire personnelle, je vais donc raisonner avec des mémoires familiales, raisonner avec des mémoires d'autres vies qui vont m'obliger, en quelque sorte, à faire un travail sur moi, parce que ces mémoires-là qui vont s'agglomérer dans mon champ énergétique vont finalement répondre à la loi de l'attraction, c'est-à-dire que les choses que je vais accumuler dans mon champ énergétique qui ne sont pas en harmonie avec moi vont refléter à mon insu une certaine information qui va faire que des gens vont se sentir attirés par moi et vont vouloir se mettre en relation avec moi. Et il va y avoir donc une forme d'attraction qui va en résulter, qui va faire que je vais constater que ces gens-là vont me refléter
par exemple, si je me suis senti trahi à l'âge de 8 ans, ben, je vais attirer des gens qui vont m'obliger à faire un travail sur la trahison, de me libérer de cette expérience émotionnelle-là, peut-être en revivant l'expérience de trahison, pour que j'apprenne à faire la paix avec cette expérience-là, que j'arrive à ne plus responsabiliser l'extérieur de cette trahison-là, mais que je comprenne que cette trahison-là est un reflet d'un état intérieur qui est en moi sur lequel je dois apprendre à travailler et faire la paix avec. Et c'est comme ça qu'on va apprendre, donc, justement, à retrouver cette position de verticalité dont j'ai parlé tantôt, qui est si essentielle dans un processus de guérison. Donc, si on fait une conclusion de ça pour bien faire comprendre les choses, c'est que dans ce champ de lumière qui est autour de moi, il y a donc, finalement, donc, un potentiel santé qui est là. Ce potentiel santé va être diminué, va être affecté par les fonctions physiologiques de mon corps, donc les organes, les cellules et tout ça. Donc, l'attention à la nourriture, au sport, bon, prendre soin de soi. Et puis, évidemment, il y a un autre aspect important, c'est que toutes les mémoires émotionnelles qui ont été vécues dans mon histoire personnelle peuvent affecter cette circulation énergétique-là et vont donc affecter mon potentiel santé. Et évidemment, ça veut donc dire que plus j'apprends à voyager en moi pour finalement prendre conscience des blocages qui sont en moi et des perturbations, mais plus je vais apprendre justement à me dégager et à libérer les mémoires de mon histoire personnelle. Plus je libère mes mémoires de mon histoire personnelle, plus je me libère aussi des phénomènes de résonance qu'on puisse vivre dans mon histoire généalogique, donc familiale, et de mes mémoires d'autres vies. Et plus je me libère de ça, mais plus je retrouve une position d'alignement. Et c'est cette position d'alignement qui va nous amener vers l'éveil, parce que l'alignement va nous amener à renouer contact avec notre lumière. Notre lumière, c'est cette expression d'âme dont j'ai parlé précédemment, hein, qui est de retrouver effectivement l'essence juste qui est en nous par rapport à chacune de ces composantes-là, qui fait qu'on se libère de l'histoire sociale, hein, de l'histoire collective humaine, pour retrouver quelque part l'espace véritable de qui nous sommes véritablement, qui n'est pas donc lié à une histoire collective humaine, mais qui est relié à l'essence juste de qui nous sommes véritablement. Je ne sais pas si tu as des questions concernant ça, Muriel, ou d'autres personnes qui auraient des questions concernant ça. Alors, pas de questions dans le chat, mais en parlant quand tu parlais de ce potentiel de santé qui est affecté par toutes ces mémoires, etc., etc., et qui peut parfois se traduire par des maladies, est-ce que c'est compliqué comment dire, de reconnecter à cette lumière originelle? Est-ce que le travail est plus ardu? Est-ce qu'on y arrive quand même? Est-ce que Mais tu sais, la vie, quelque part, a des beaux côtés, c'est-à-dire qu'on est sur Terre avec une ignorance, on va dire ça comme ceci, on est sur Terre pas parce qu'on ne l'a pas choisi consciemment, donc on est sur Terre, puis on a une conscientisation qui va devoir se faire dans notre cheminement de vie, qui va nous amener à révéler quelque part dans nous des expériences qui sont là. Hein, par exemple, la trahison ou des choses comme ça qui peuvent avoir été vécues. Et évidemment, à travers ce processus-là, ben, il va y avoir ce fameux principe d'attraction qui va aussi nous confronter à des embûches, des obstacles. Donc, il y a un travail ça va nous obliger à porter notre attention vers notre monde intérieur à un moment donné et à se dire, bon, ben, je dois faire du ménage à l'intérieur de moi pour être capable de me dégager de ce sentiment d'oppression que le monde extérieur me transmet finalement. Alors, pour moi, c'est le principe de la libération qui va se faire à ce moment-là parce qu'on apprend justement à se responsabiliser et à reconnaître effectivement que ce que nous, on émet comme énergie, ben, c'est important parce que cette émission-là, c'est ça que l'univers va nous refléter. Hein, si on ne fait pas le travail adéquat, ben, l'univers va nous refléter des conflits ou des problèmes qui vont nous empêcher d'avancer et de progresser. Donc, c'est pour ça que c'est si important, pour moi en tous les cas, hein, l'idée de la pleine conscience intuitive, hein, c'est d'apprendre justement à comprendre que grâce au véhicule imaginaire qu'on a tous, hein, qu'on possède tous, donc dans ce sens-là, développer son intuition, c'est pas sorcier. Hein, il y a des gens qui vont vous parler souvent du troisième œil qu'il faut développer. Moi, je vous dirais quelque part que si on oublie les mots, on va vers la pratique, on renoue contact avec l'enfant qui est en soi, on se rend compte qu'on a tous un véhicule imaginaire en état de soi, et que ce véhicule imaginaire ben, nous permet de prendre notre conscience de notre tête et de faire voyager en état de soi. Ça veut donc dire que quand je voyage en état de moi, ben, je découvre qu'en dedans de moi, il y a un univers intelligent qui est animé par des cellules, qui est animé par de l'énergie et qui est animé par des mémoires d'événements de notre vie ou même de d'autres vies qui sont présentes en soi et que quand on apprend à pénétrer dans cet univers-là, ben on découvre à quelque part une forme d'intelligence, une forme de sagesse qui nous dépasse. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reconnaît qu'elle nous dépasse, ça veut donc dire quelque part qu'on a une forme d'humilité à accepter de pénétrer dans cet univers-là. Et je pense que dans la démarche de renouer contact avec l'expression de l'âme qui est en nous, à son état pur, ben, on est obligé d'accepter
qu'on est plus petit que cette force-là. C'est plus grand que nous, et c'est tant mieux, parce que quand c'est plus grand que nous, on est obligé quelque part de poser un genou sur le sol et de dire, ben voilà, je t'accueille, j'accueille ton intelligence, j'accueille ta sagesse, j'accueille quelque part que tu as des connaissances que moi, je n'ai pas. Et je pense que le processus intuitif repose justement sur l'habileté d'être capable de communiquer avec le langage cellulaire, d'être capable de comprendre que s'il y a des images, des sensations et des mots qui se manifestent dans mon corps, mais je sois capable de garder une position de témoin et de discuter avec ces perceptions-là pour constater qu'il y a un genre de langage qui va s'opérer. Alors évidemment, vous allez me dire, ah ben oui, mais ça, c'est la clairvoyance, c'est pas accessible à tous, etc. Alors que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que j'enseigne et je constate que les gens sont capables de le faire. Et il y a des gens qui n'avaient aucune connaissance de base au début, qui n'ont aucun contact avec cette démarche intuitive-là et qui vont apprendre à la développer. Donc, il y a une méthode qui existe et cette méthode-là, quelque part, c'est d'apprendre à apprivoiser cette capacité de constater qu'il y a donc une forme d'émission énergétique qui émane de notre corps et que si on porte notre attention à ce qui se passe dans notre corps, on arrive à constater que notre corps nous parle et qu'on peut discuter avec lui. Et que dans cette discussion-là, il y a une forme de prise de conscience qui s'effectue. La prise de conscience est intéressante parce que la prise de conscience nous fait comprendre que nous sommes porteurs d'informations et que l'information, si on n'en est pas conscient, on la traîne comme des valises. Si on en est conscient, on s'allège progressivement de tout ce qui est lourd parce que finalement, on se rend compte qu'il y a une lourdeur qui n'est plus utile dans notre vie parce qu'à mesure qu'on avance dans le temps, on constate que il y a des choses qui sont utiles, puis il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, on peut se dégager, se libérer, s'alléger, finalement. Puis ça, c'est à voir avec la maturité. Hein? Tantôt, on disait, est-ce que c'est facile? Ben, est-ce que la vie, c'est facile? Ben, pas toujours. Ça l'est par moments, puis ça l'est par d'autres moments plus difficiles. Donc, à quelque part, ce processus-là, finalement, nous rend simplement plus conscients que s'il y a des difficultés, c'est peut-être parce que nous portons en soi des poids qui sont trop lourds de notre passé, de nos croyances, de nos limitations, et que quand on apprend à comprendre le message que notre corps nous transmet, déjà on s'ajuste à ça. Et par la suite, bien évidemment, dans la pratique de la pleine conscience intuitive, il y a aussi la déprogrammation qui va nous amener à prendre conscience que quand moi, je constate que j'ai un enfant de 8 ans qui s'est senti trahi, qui est dans mon champ énergétique, je peux donc apprendre à lui transmettre de l'information pour que ça change dans l'immédiat. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y a un poids de l'intention. Le poids de l'intention, c'est un peu comme, il y a des recherches qui ont démontré, par exemple, que quelqu'un qui fait de la prière auprès d'une plante qui est à l'autre bout du monde, bien, si je fais une prière à cette plante-là va avoir une croissance nettement supérieure qu'une plante qui ne bénéficierait pas de cette attention-là bienveillante qu'une personne pourrait lui adresser. Donc, ça veut donc dire qu'indépendamment de la distance, une pensée bienveillante peut avoir un impact sur une plante, finalement, qu'on pourrait dire finalement qui est moins intelligent que nous, hein, quelque part. Alors, on peut imaginer que si moi, j'ai une pensée bienveillante envers ma propre personne, envers cette propre mémoire de l'enfant de 8 ans qui s'est senti trahi, on peut penser que cet enfant-là qui s'est senti trahi, mais va peut-être bénéficier quelque part de la pensée bienveillante que je vais lui adresser. Si l'enfant me demande qu'il a besoin quelque part d'être accueilli, ben je peux effectivement, par ma potentiel imaginaire, créer cette idée que je l'accueille et de lui transmettre. C'est comme de l'information énergétique que je lui envoie. Et que quand je lui envoie, ben, cette mémoire-là ben, va la recevoir comme une transformation, comme une libération. Elle va ne plus être dans la position de trahison, elle va plus être dans une position de souffrance, elle va me montrer d'autres expressions d'elle-même. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si elle me montre d'autres expressions d'elle-même, c'est un peu comme si elle me faisait comprendre que c'était une forme d'illusion à laquelle je m'étais attaché. Hein, cette trahison, c'était une illusion. Je sais qu'à l'âge de 8 ans, j'ai vécu une trahison, mais depuis ce temps-là, eh bien, les choses se sont passées. Mais que si je prends le temps de lui donner dans l'immédiat ce qu'elle demande, elle me montre quelque part mon potentiel évolutif, ce que je n'ai pas encore acquis, mais que j'ai comme potentiel. Par exemple, elle pourrait me montrer finalement que cette trahison-là m'a empêché de me mettre dans une position d'affirmation dans ma vie et que j'étais trop tolérant. Et là, je verrais des perceptions de moi-même, je me verrais moins tolérant, plus capable de m'affirmer, capable de prendre ma place, etc. Donc, on comprend ici que à mesure qu'on est enragé avec notre corps, on se rend compte que notre corps, finalement, nous reflète quelque chose qu'on connaît, qui est notre vécu, notre histoire. À l'âge de 8 ans, je me suis senti trahi, etc. Et que quand on commence à se libérer de cette croyance limitative qui est liée à notre passé qui ne bouge pas, hein, puis ça me fait penser à l'épigénétique, par exemple, où on reconnaît que le bagage génétique n'est pas figé comme on le pensait. Donc, on comprend quelque part que la conscience est en train de changer, puis on commence à comprendre vraiment que tout ce qu'on croyait qui est limité dans le temps, bien, finalement, est potentiellement transformable. Et dans l'idée de la déprogrammation, hein,
quand on utilise le pouvoir de l'intention, déprogramme donc des signaux qui sont dans notre corps et on leur donne l'opportunité de nous montrer des signaux plus équilibrés, plus harmonieux, qui font qu'on accueille davantage ce changement-là en soi et ça permet à notre cerveau, de développer une nouvelle connexion neuronale pour ouvrir la porte à des changements de plus en plus harmonieux, de plus en plus équilibrants. Alors, on fait de la même façon sur un partenaire. Là, je donne l'exemple sur moi, mais moi, mon travail, ça fait plusieurs années que je le fais sur d'autres gens, puis je forme des gens pour le faire sur d'autres personnes, et c'est la même démarche qui va être effectuée. Et ce n'est pas un modèle théorique dont je vous parle, c'est vraiment quelque chose que les gens c'est ce que moi j'observe, mais quand les gens suivent une formation, ils arrivent à observer la même chose. C'est-à-dire que ce sont des observations qui se font à travers la pratique qui nous amènent à prendre conscience que plus on déprogramme, plus on dégage la mémoire, plus on lui donne l'opportunité de faire émerger des potentiels évolutifs qui n'étaient pas visibles auparavant. Et c'est intéressant, ça veut donc dire finalement qu'on se rapproche de l'expression de notre âme. On se rapproche à quelque part d'une décoloration, on se libère de toutes les programmations, les couleurs perturbatrices qui pouvaient être là pour se renouer contact avec l'essence originelle de qui nous sommes. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant dans cette voie-là. Puis, le troisième aspect, c'est le soin. Le soin énergétique, bien évidemment, va permettre donc de rétablir la lumière dans le corps. Donc, ce rétablissement de lumière bien, nous permet de favoriser ce que moi j'appelle la négantropie, c'est-à-dire cette situation où le corps n'a aucune friction, aucune usure. Donc, tout circule librement, de façon fluide. Le potentiel santé est à son maximum à ce moment-là, parce qu'on n'est pas dans un état où on est dans une tension, on est vraiment dans une forme de fluidité. Et c'est certainement ça qui est l'objectif hein, qu'on a tous à viser, hein, de chercher à développer une position où la fluidité existe en nous d'une façon la plus complète, totale, tant dans la dimension énergétique que la dimension psycho-émotionnelle ou même spirituelle, et qu'on soit capable d'être dans cet état de fluidité qui ouvre la porte, évidemment à ce potentiel santé qui se manifeste au niveau optimal à ce moment-là. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais à dire jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as des questions, Muriel? Ou quelqu'un d'autre, encore une fois? Pas pour l'instant, je te remercie. Merci. C'est passionnant. Puis là, évidemment, comment soigner, comment arriver à développer cette habileté-là? Bien évidemment, la pleine conscience intuitive se développe d'une façon assez simple, un peu, et je pense que pour la développer, il faut la développer comme un enfant aborderait la vie. C'est-à-dire que l'enfant, il croit quelque part qu'il y a des ressources qui sont en lui, qui sont exceptionnelles. Et en plus, il a raison. Il a raison parce que justement, cet imaginaire qu'on a tendance quelquefois à juger, cet imaginaire est de plus en plus reconnu comme une ressource qu'on a en soi, une ressource de transformation qu'on retrouve dans l'hypnose, qu'on retrouve dans la sophrologie, qu'on retrouve dans la pleine conscience intuitive, la pleine conscience qu'on retrouve dans le yoga. Il y a plein de courants. Et les neurosciences aussi, bien sûr, hein, qui amènent de plus en plus cette compréhension-là, la physique quantique aussi. Il y a plein d'ouvertures actuellement dans l'histoire humaine pour nous rappeler quelque part que cet imaginaire-là, finalement, c'est une source d'information, source qui anime notre monde intérieur. Et que quand on comprend que ça anime notre monde intérieur, bien, ça veut donc dire quelque part qu'on peut donc interagir avec lui puis l'accompagner. Alors, c'est ça qu'il faut vraiment se rappeler dans un premier temps. Donc, un enfant, bien, quelque part, fait confiance à ce véhicule imaginaire-là pour évaluer jusqu'à quel point que ce véhicule peut lui apporter donc une connaissance. Et pour arriver maintenant à être capable de développer ce langage imaginaire-là, il faut d'abord avant tout l'amplifier. Alors, l'amplifier, la première chose qui est proposée, c'est justement la pratique de l'enracinement qui va nous permettre de nous relier à l'énergie de la Terre et celle du ciel, comme si on était cette fameuse antenne dans laquelle l'énergie circulait de nos pieds jusqu'au sommet de la tête et dans le sommet de la tête jusqu'à nos pieds. Alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on amplifie la présence d'énergies qui ne sont pas strictement la nôtre. Hein. On reconnaît qu'on fait partie d'un tout. Le tout, c'est la planète Terre et le ciel, qui va faire qu'on devient une antenne, et cette antenne-là fait que l'énergie va circuler dans notre corps d'une façon optimale. Ça veut donc dire que je vais devenir conducteur d'une façon vraiment importante dans tout mon corps. Et que le fait que je sois conducteur bien, me rend de plus en plus conscient d'une richesse, je dirais, d'une richesse intérieure, d'une richesse de sagesse en moi, qui va faire que je vais apprendre donc à reconnaître que dans cette pratique d'enracinement-là, ça me met en condition pour davantage faire confiance à mon monde imaginaire, qui va être davantage habité ou animé par l'énergie de la Terre et celle du ciel, qui va amplifier donc cette relation avec la sagesse intelligente qui anime l'univers et qui va me permettre donc de plus facilement habiter, voyager en moi ou voyager vers un partenaire de cette façon-là. Comment va-t-on voyager vers soi-même? C'est en reconnaissant que ma conscience,
qu'on localise souvent dans le cerveau. Maintenant, on sait que ça peut être dans le cœur, ça peut être dans le ventre. On sait que le cerveau délocalisé, même en médecine quantique, on reconnaît que la conscience, c'est le champ énergétique dans sa totalité. Donc, on voit que ça évolue. Mais quand même, si on part du principe que ma conscience est dans mon cerveau, ben, je peux très bien déplacer ma conscience dans ce véhicule imaginaire et voyager en moi. Si je veux le faire sur quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Je vais simplement prendre ma conscience, la mettre dans ce véhicule imaginaire et lui va se déplacer vers mon partenaire, tout simplement, où qu'il soit, cette personne-là. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de reconnaître que je peux me relier à cette personne-là. Et en me reliant à cette personne-là, ben, il va y avoir donc des images, des sensations, des mots qui vont se manifester que je vais prendre le temps d'écrire, de questionner pour arriver à comprendre le message qui m'est donné. Ensuite, je vais sans doute faire de la déprogrammation, donc donner tout ce qui est nécessaire pour que l'énergie se transforme, me mettre en relation avec un épanouissement de l'énergie en question. Et je vais ensuite faire un soin énergétique pour rétablir les flots d'énergie dans ce que je perçois. Alors, tout doucement, ça va amener donc, d'une part, à faire de la lecture intuitive, à faire donc la déprogrammation, puis à faire le soin, et à travers une consultation, c'est comme ça qu'on va procéder pour parvenir à faire un soin sur soi ou à faire un soin sur un partenaire dans lequel on se laisse guider par le processus qui est présent, tout simplement, parce que si on se laisse guider par celui-ci, ça veut donc dire qu'on fait confiance à l'imaginaire qui, lui, nous montre quelque part le chemin pour parcourir à favoriser donc une harmonie plus importante à l'intérieur de soi. Donc, il y a plein de techniques de soins. Et la lecture intuitive, c'est une façon de communiquer. La déprogrammation, c'est une façon de donner ce que l'énergie nous demande. Et le soin, il y a une série de soins qui existent. Ça peut être le transfert d'énergie, le travail sur les chakras, le travail sur l'aura, la miniaturisation, la chirurgie énergétique. Il y a plein de techniques qui sont proposées pour faire des voyages, pour arriver donc à interagir avec l'information et chercher à la rétablir le plus possible à ce moment-là. Donc, c'était pas mal ce que moi j'avais à vous transmettre aujourd'hui, à moins que tu aies des grandes questions, que quelqu'un ait des questions, mais je sais que je fais une démonstration avec une personne aussi. Donc, voilà. Oui, on a hâte. Dis-moi tout. Oui, on a hâte de ça, oui. Merci beaucoup. Alors, comment on va procéder? On prend la première personne qui se manifeste? Oui, bien sûr. Ok. Alors, vous qui nous écoutez en direct, si vous souhaitez avoir quelques réponses, je ne sais pas, sur votre problématique du moment, mettez-moi un pouce ou un OK dans le chat, et puis c'est vous qui aurez le grand privilège. Magali, Magali qui dit c'est super intéressant, merci beaucoup pour ton intérêt Magali. Et Magali, puisque je t'ai sous la main, si je peux dire ça, est-ce que il y a Yuki aussi qui vient de se manifester. Ah là là, il va falloir faire un choix. Bon, alors Sylvain, il y a Magali, Yuki et Yacine qui se sont manifestés là tout de suite. Non, mais là, je reviens avec ce que tu as dit, parce que j'ai quand même te cadré un peu. C'est-à-dire que tu as dit... Oui, non, mais il faut en choisir qu'une seule. Une seule personne. Tu as dit, est-ce qu'il y a un pouce, la personne qui fait un pouce ou une personne qui dit Oui. OK? Moi, j'ai vu qu'il y a une personne qui a dit OK dans les trois. Moi, j'irais vers celle-là, puisque c'est ça que tu avais fait comme requête. Ah, eh bien écoute, il y a Yuki qui a écrit avec plaisir OK. Voilà, ben oui. Donc, moi, j'irais que cette personne-là, sans vouloir vexer les autres, c'est juste que tu avais fait une recommandation, donc je me suis dit, bon, on va suivre la recommandation. Ah, c'est Yuki, d'accord, OK. Est-ce qu'elle a un thème particulier ou je me laisse guider simplement? Je vais me laisser guider. Oui, on va faire ça. Ouais. Alors donc, simplement pour répondre, alors l'idée, c'est la pratique de l'enracinement qui fait qu'on a dans une position de témoin, ça favorise la position de témoin, ça favorise cette confiance qu'on va donner au fait que l'énergie de la Terre, celle du ciel, nous anime et va être porteuse en quelque part de la confiance qu'on va pouvoir donner aux perceptions qui vont être là. Donc, c'est ça un peu l'idée de l'enracinement, c'est préparatoire à cette capacité donc de faire la pratique. Je vais me mettre en relation avec Yuki. Alors, toi, ce que je sens de Yuki, la première chose, c'est l'incarnation. Pour moi, l'incarnation, c'est la peur de descendre dans la matière. Pourquoi on n'a pas de descendre dans la matière? Mais parce que la matière, finalement, peut nous faire peur, on peut la craindre, parce que c'est comme si, quelque part, il y avait quelque chose en nous de très léger, de très, tu sais, qu'on dit confiant à la vie. Et quand j'ai confiance à la vie, ben, j'y vais, les yeux fermés. J'ai confiance à la vie, donc j'y vais, je ne me réfléchis pas, je me lance. Mais malheureusement, dans la vie,
quand on est comme ça, bien évidemment, on peut avoir mal, on peut avoir des douleurs, on peut finalement constater que la vie peut être douloureuse parce que cette naïveté qu'on a au départ, bien, fait qu'on ne s'attend pas à avoir des chocs de la vie qui vont nous faire du mal. Alors, c'est suite à ça qu'évidemment, on va se retrouver dans une position où on va s'éloigner du monde terrestre. Hein. Ça nous fait penser évidemment à la famille d'âme des bâtisseurs, puis à l'hypoactivité dans ce cas-ci, hein, cette volonté de ne pas connecter avec le monde de la matière parce que justement, ça fait trop mal. Je ne sais pas si Yuki est d'accord avec ça. Elle peut peut-être nous donner un petit signe si elle a la chance. Oui, il y a quelques petits instants de décalage entre le moment où tu poses la question et le moment où on va recevoir la réponse. Mais merci à toi, Yuki, de continuer tes interactivités avec nous. Mm. Alors, là, je vais lui laisser la chance, mais en même temps, je vais comme simplement présenter la deuxième étape, qui est la déprogrammation. La déprogrammation, ça consiste justement à faire une action où on demande donc au corps de Yuki, quelque part, c'est quoi son besoin, et on est à l'écoute de ça, et on va lui donner ce besoin-là. Et c'est là qu'il va y avoir comme une réaction qui va en résulter. C'est ça un petit peu que je vais vous présenter comme deuxième étape de l'action. En attendant, évidemment, s'il y a des commentaires qu'elle peut donner, bien sûr, qu'elle peut le faire. Alors, tu vois, ce que je sens de Yuki, c'est l'autorisation. Tu vois, comme si elle avait besoin d'une autorisation, comme si on lui avait interdit. Il y avait beaucoup d'interdictions. Je pense que dans son cheminement de vie, dans son enfance, peut-être beaucoup d'interdictions, beaucoup d'impressions quelque part qu'elle n'avait pas le droit de faire des choses hein, qui pouvaient lui plaire, qui pouvaient lui faire envie, et qu'elle a dû donc finalement se limiter à un certain nombre de... Tu sais, quand on dit, moi je suis faite pour 100% de capacité, mais j'en utilise que 20, ça veut dire quelque part que je me suis limité. Et j'ai l'impression que l'autorisation, mais ça vient quelque part, c'est le besoin quelque part de se donner la permission de reconnecter avec ce droit de prendre place dans la matière à un pourcentage beaucoup plus élevé que celui qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hmm. Alors effectivement, Sylvain, elle écrit « Oui, du mal à venir dans la matière, handicap ». C'est ça. Et là, finalement, donc, je lui donnais donc, cette autorisation-là. Évidemment, je dirais à Yuki, évidemment, que l'autorisation, elle a à se la donner, elle aussi, bien sûr, hein, c'est une autorisation qu'on doit se donner, de reconnaître quelque part qu'on a le droit d'être qui nous sommes en tant qu'être humain. Mais là, je fais l'autorisation, puis je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, ça, c'est un peu comme si Yuki, quand elle a l'autorisation, elle se met par terre, puis elle se met à pleurer. Elle se met à pleurer parce qu'elle se sent abandonnée, elle se sent quelque part dans une situation où il n'y a pas de ressources autour d'elle, elle est vraiment toute seule au monde. Et il y a un guide qui apparaît dans la scène et qui vient lui tendre les mains. Et c'est comme si elle voulait pas lui donner les mains à ce guide-là parce qu'elle attend quelqu'un d'autre. Comme si elle attendait quelqu'un qui était proche d'elle et qu'elle s'attendait que cette personne-là, c'est elle qui devrait lui tendre les mains. Et le guide lui répond quelque part que euh, il est là pour ça. Il est là justement pour montrer le chemin. Et Yuki n'est pas très contente de ça, mais elle semble accepter de prendre les mains du guide en question et se met à la faire danser très rapidement. Puis ça, elle ne s'attendait pas à ça, Yuki, mais c'est un peu comme pour la déstabiliser que le guide fait ça, c'est comme ça qu'il le dit, et déstabiliser pour simplement amener sa conscience, effectivement, à renouer contact avec un cœur d'or. Le cœur d'or, c'est le chakra du cœur qui, pour moi, est chez elle une très grande douceur, puis une très grande féminité, puis une très grande sensibilité. Puis ce qu'il veut faire comprendre, c'est que c'est quelque chose de doux, de beau, de fragile aussi. Et que quand on est doté de ça, on doit en être consciente. C'est fragile, c'est pas quelque chose qui est accessible à tous. On doit être conscient que c'est quelque chose qu'on doit protéger. Et le protéger, c'est de commencer à se donner l'autorisation, dans un premier temps, de le protéger. Le protéger, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas le donner à qui que ce soit qui ne le mérite pas. Et ça veut donc dire de commencer à porter notre attention vers les gens avec lesquels nous allons pouvoir partager cette énergie-là qui est en nous d'une façon respectueuse. Alors, c'est difficile pour Yuki, ça demande de faire un deuil, parce que pour moi, le deuil, c'est de constater que jusqu'à maintenant, on s'était comme entêté à vouloir donner ce cœur-là à des gens qui n'étaient pas en mesure de le prendre. Et que c'est ça qui entraînait la douleur, la souffrance, c'est ça qui nous éloignait du monde terrestre, et que là, il est sans doute le temps pour soi de se donner l'autorisation de croire en cette capacité de se donner, de donner à quelque part aux bonnes personnes ce que l'on est. Et ça demande évidemment qu'on se regarde dans le miroir et qu'on se dise, ben oui, je suis. Vous voyez, je suis ce que je suis, je mérite à quelque part d'être accueilli dans ce que je suis. C'est un petit peu comme ça que je perçois ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des commentaires de sa part.
Moi, je vais prendre le temps donc de faire le soin enfant illégitime. Et peut-être que maintenant, tu sais, moi, ce que je sens de ça, c'est que l'enfant est légitime. Il est légitime dans la mesure qu'on devient nous-mêmes légitimes. Et que cette légitimité nous rappelle à la lumière de qui nous sommes. C'est-à-dire que quand on est légitime, on se reconnaît quelque part comme un être d'enfant lumineux. Quand on est légitime, on est un enfant quelque part de trop. On est sombre. Vous voyez, c'est la différence qu'on peut mettre là-dedans. Donc moi, je pense que ce serait important pour toi de reconnecter effectivement à cette légitimité. La légitimité, c'est qu'est-ce que tu fais sur Terre? Tu as des belles composantes, comme je disais tantôt, au niveau de ton cœur. Donc, ce serait important, sans doute, pour toi, de t'autoriser le droit d'exprimer cette beauté-là. Et l'exprimer, c'est pas exprimer aux mauvaises personnes. Quand je dis mauvaises personnes, c'est ceux qui ne t'accueillent pas, c'est ceux qui ne sont pas en mesure de te recevoir, mais d'aller vers les gens qui vont te recevoir et qui vont t'accueillir. Donc, ça implique évidemment de faire le deuil de certaines personnes pour aller vers des gens qui vont être beaucoup plus en harmonie avec toi. C'est comme ça que je te dirais ça. Puis, je laisse le soin toujours à Yuki de donner ses commentaires s'il le veut. Puis, je fais le troisième aspect, qui est le soin, qui est donc de rétablir la circulation énergétique chez elle. Donc, je vais plus orienter mon attention vers le cœur, puis c'est là que ça semblait être le plus demandé. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est simplement, donc, on n'est pas d'utiliser nos mains. Hein. On a toujours cette tendance de prendre nos mains pour transférer de l'énergie, mais comme je disais tantôt, le véhicule imaginaire, c'est un support qui nous permet de transférer de l'information, de l'énergie dans le corps d'un partenaire. Donc, on peut le faire aussi de cette façon-là. Puis on voit ce qu'on voit chez Yoki, c'est la soif d'elle-même. La soif d'elle-même, c'est que quand je lui envoie de l'énergie dans le cœur, elle a soif d'elle-même, elle a envie d'être en connexion avec elle-même, de retrouver quelque part son espace intérieur, de valoriser son monde intérieur, de valoriser qui elle est, comme si elle était tellement critique avec elle-même, parce qu'il n'y avait pas eu ce manque, il n'y avait pas eu cette reconnaissance-là, qu'elle avait appris à ne pas valoriser tout ce qu'elle était. Comme si c'était quelqu'un qui attendait que quelqu'un lui dise « Oui, tu as le droit d'être qui tu es ». Puis c'est un peu comme si aujourd'hui, ce qui était le message, c'est tu dois te le dire à toi-même, Yuki, que tu as le droit d'exister en accord avec toutes les composantes qui t'animent et faire de toi quelque part un être qui apprend justement à s'épanouir parce que tu deviens belle, rayonnante, lumineuse, parce que justement, tu n'es plus en train de t'interdire d'être qui tu es tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu qui est le message qu'on pourrait te transmettre à ce sujet-là. Je ne sais pas comment Yuki reçoit ça. Un immense merci, ça me parle énormément. Donc voilà, alors merci à toi, Yuki, d'avoir bien voulu participer à ce petit exercice. Alors donc, vous voyez, donc c'est un peu le sens, cette petite démonstration vous confirme peut-être un peu cette idée de lecture intuitive des programmations et soins qui permet donc de faire un genre de cycle circulaire au niveau de l'information intuitive et dans lequel on fait un soin, mais dans lequel il y a toujours cette espèce de relation avec de l'information qui circule aussi et dans lequel on accompagne un processus de guérison à travers les 3 actions que l'on effectue tout au long d'une consultation. C'est comme ça que moi, je vais procéder donc en général. Donc, je remercie donc Yuki. Je pense que tu as peut-être la présentation de les ateliers, Muriel. Oui. Alors, merci pour cette démonstration, Sylvain. Et du coup, tu es en train de nous dire, tu es en train de nous démontrer que chacun d'entre nous est capable de faire ça avec soi-même et puis avec les autres. Et du coup, Absolument, bien sûr. Absolument. Puis, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire nécessairement une journée, hein, d'accord? Mais c'est une habileté qui s'apprivoise et qui s'acquiert. Et que si on ne fait pas l'effort, bien évidemment, on ne l'aura peut-être pas. Mais à l'intérieur des 3 ateliers, par exemple, que tu as présentés, bien, on arrive à l'acquérir, on arrive à acquérir les 3 volets. Et si on pratique, bien, on arrive justement à se sentir de plus en plus à l'aise avec la technique et de plus en plus capable de le faire. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ces ateliers du coup? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que tu vas nous proposer? Est-ce qu'in fine tu vas on va être capable, tout comme toi, de faire ces lectures intuitives, d'utiliser notre véhicule imaginaire comme tu le dis? Mais moi, ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'il ne s'agit pas de devenir comme moi, parce que de se faire être unique. Donc, j'espère quelque part d'avoir une certaine forme de particularité. Maintenant, ce que je dis, c'est que chacun, quand on n'entreprend une démarche comme celle-là, la première chose qu'on découvre, c'est qu'on a un langage qui nous est propre. Il y a des gens qui sont très visuels, il y a des gens qui sont très auditifs, il y a des gens qui sont très sensitifs. Donc, dans une démarche comme celle-là, le premier atelier, par exemple, on apprend des techniques de base comme l'enracinement, dans lequel on apprend à harmoniser les 3 cerveaux. C'est une façon de faire l'enracinement que j'ai développée qui était assez sympathique, donc je le propose dans ce premier atelier-là. Et ensuite, bien évidemment, on apprend à développer la lecture intuitive.
Donc, la lecture intuitive, c'est cette capacité de communiquer avec mon corps pour être capable d'arriver justement à un échange qui va me permettre d'arriver à développer la connaissance de moi. C'est vraiment ça le premier atelier. C'est donc d'accéder à cette première étape-là. Le deuxième atelier, on va ajouter la déprogrammation. Donc, on va découvrir de quelle façon que la déprogrammation peut nous être utile dans l'exploration de notre monde intérieur pour faire un soin qui va nous permettre donc justement d'aborder la multiconscience, c'est-à-dire qu'on va travailler sur cette notion de multiconscience, de travailler avec des personnages qu'on a en soi, parce qu'on a plein d'informations dans notre corps. Donc, on va apprendre donc à identifier un problème et de le personnifier à travers donc une expression particulière de nous-mêmes. Et on va pouvoir faire donc des actions de lecture intuitive et de déprogrammation pour justement, encore là, amener une transformation qui va nous permettre de pouvoir justement nous accompagner dans une démarche de soins et de guérison. Et lors du troisième atelier, bien là, on aborde l'aspect du transfert d'énergie ou l'auto-guérison c'est ça, donc l'aspect du soin, et dans lequel on apprend justement à explorer de quelle façon que le soin peut nous amener justement, donc d'une part à favoriser la guérison, donc augmenter notre potentiel de santé. Alors même si on n'est pas malade, on augmente notre potentiel de santé, on favorise donc une santé optimale en soi, déjà c'est une bonne chose. Et d'autre part, on comprend que cette énergie-là, elle peut être utilisée également dans la dimension psycho-émotionnelle pour rétablir justement les signaux à quelque part dans notre corps pour qu'il y ait l'émergence d'un potentiel créatif qui puisse se manifester d'une façon de plus en plus efficace. Alors, ces trois ateliers-là, donc, nous donnent vraiment, vous permettent d'avoir accès aux trois volets de la pratique. Puis, évidemment, ceux qui ont envie de faire une pratique vers un partenaire, ben, avec ces trois volets-là, vous avez les composantes essentielles qui vous permettraient par la suite de le pratiquer avec un partenaire. Est-ce qu'on va être capable, après trois ateliers, de devenir aussi bon que moi? Non. J'espère, ça me blesserait profondément de constater qu'en l'état de trois ateliers, on peut arriver à ce que j'ai fait à travers les années. Ceci dit, il y a des gens qui peuvent arriver à développer des habiletés extrêmement rapides de ces compétences-là, mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que la pratique régulière, c'est la meilleure façon d'arriver à des résultats. Donc, après les trois ateliers, j'encourage les gens donc à poursuivre une pratique régulière pour arriver donc à développer une dextérité de plus en plus fluide et harmonieuse. Mais à l'intérieur des trois ateliers, vous allez avoir accès à ce langage-là. C'est un peu comme une langue. Hein? Une langue, apprendre le français ou apprendre l'anglais ou apprendre l'italien ou n'importe quelle langue, on ne va pas le faire en une journée. On va avoir des bases qui vont nous être transmises à l'intérieur d'une journée, mais si on ne pratique pas avec ces bases-là, on n'arrive pas à grand-chose. Donc, c'est un peu la même chose dans ce travail intuitif-là. C'est-à-dire qu'on veut développer un langage et pour le développer, bien, il faut évidemment arriver donc à jouer avec ce monde-là pour arriver à comprendre toutes les composantes qui sont associées à cela. Voilà. Super, magnifique, passionnant. Merci, merci, merci. Alors, Yuki écrit, c'est exactement ce que je fais. Je me donne enfin le droit d'être. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Et merci, merci, gratitude. Et en fait, Yuki s'appelle Valérie, si je comprends bien. Ben oui. Donc voilà, ok. Alors voilà un petit peu le programme que nous propose de nous partager Sylvain durant ces ateliers. Donc ça va être très riche, passionnant, challengeant. Et puis il y a qu'un mot d'ordre, hein, la pratique, la pratique, la pratique. Oui, c'est un peu que les trois ateliers servent, c'est un peu comme un genre de cadre de pratique qui vous donne l'opportunité ensuite de vous dire, voilà, j'ai le cadre de pratique, à l'intérieur de ce cadre de pratique, je peux le mettre en application, et plus on apprend à le mettre en application, plus on découvre que le cadre devient quelque part un espace dans lequel on s'élargit et on se sort du cadre pour accéder au langage intuitif. Parce que le langage intuitif, finalement, ce n'est pas quelque chose qui est cadré, ce n'est pas quelque chose que moi, je peux contrôler. Je peux vous donner les bases pour être capable de parler la langue, mais la langue, quand elle se révèle à vous, bien, vous devez lui faire confiance. Vous constatez que le processus intuitif est plus grand que vous et vous vous laissez porter par lui. Et c'est ça qui est la plus belle des choses, parce que quand on se sent porté par le langage intuitif, on ne se pose pas de questions, on sait qu'on a notre vérité à ce moment-là. Oui, on sera capable de lire, d'être plus à l'aise avec toutes les subtilités de la vie finalement. Magnifique. Oui, puis on ressent dans notre corps aussi transformation, parce qu'évidemment, à travers les formations, les soins, on arrive à ressentir dans notre corps aussi les changements que ça procure. Donc, ça nous donne un renforcement au niveau de la confiance qu'on a envers les outils à ce moment-là aussi. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment très très riche, Sylvain. Merci à vous dans le chat pour vos présences. Merci à ceux qui regarderont en replay. Nous vous attendons pour partager ces moments pendant les ateliers. Et puis, Sylvain, eh bien, je te dis à très bientôt. Je te remercie. Je vous souhaite une très belle fin de journée à chacun d'entre vous et au plaisir de vous assister dans ces trois ateliers. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt.
Voilà.